Le silence dans l'entrée est devenu une matière solide, presque poisseuse, une épaisseur d'air que l'on pourrait découper au couteau. Tu as posé les clés sur le guéridon en bois. Ce petit bruit métallique, sec et définitif, qui a résonné comme un coup de feu dans une cathédrale vide. Tes doigts tremblent encore un peu, un léger spasme nerveux au bout des phalanges, mais tes poumons, pour la première fois depuis des mois, acceptent enfin l'oxygène sans se contracter de peur. Tu as franchi le seuil, tu es dehors. L'air frais de la rue te gifle le visage, et pourtant, l'ombre derrière la porte ne s'est pas dissipée. Elle s'agite, elle mute, elle s'adapte à la nouvelle configuration de ton absence. Tu sens ce regard invisible dans ton dos, ce lien éthéré mais puissant qui tire sur ta nuque, une laisse que tu as rompue mais dont le collier serre encore ta gorge. Ce n'est pas la fin du film, ce n'est pas le générique qui défile sur un écran noir. C'est le moment précis où le prédateur réalise que sa cage est vide, que l'oiseau s'est envolé et que le perchoir est froid. Et un prédateur qui a faim, un prédateur dont l'ego est le seul moteur, ne reste jamais immobile face au vide. Il y a une mécanique précise, presque horlogère, d'une effrayante régularité dans la manière dont cet être va réagir à ton absence. Ce n'est pas de la tristesse, ne t'y trompe pas. La tristesse est un sentiment noble qui demande une âme, une profondeur, une capacité à ressentir la perte de l'autre pour ce qu'il est, dans son essence unique. Ici, nous parlons d'une panne de courant, d'un court-circuit systémique. Tu étais la pile, le générateur, la source d'énergie vitale qui maintenait les lumières allumées dans son théâtre d'ombre. Sans toi, le décor s'effondre, les dorures s'écaillent et il fait noir, un noir d'encre où ses propres démons, privés de diversion, commencent à le mordre. Il va donc déployer deux stratégies majeures, deux visages d'une même pièce de monnaie truquée, pour te ramener dans l'enclos ou, à défaut, pour s'assurer que tu ne survives pas socialement ou psychologiquement à ton évasion. C'est une guerre d'usure qui commence, une partie d'échecs, où il joue avec des pièces qu'il a lui-même sculptées dans tes faiblesses. Regarde de plus près ce qui se passe dans cette psyché dévastée à cet instant précis. Ce n'est pas ton visage qu'il regrette, ce n'est pas le son de ton rire ou la douceur de tes mains. Ce qu'il pleure, c'est le reflet de sa propre grandeur qu'il voyait dans tes yeux admiratifs, ou mieux encore, dans tes larmes de soumission. Pour lui, tu n'es pas un individu avec des rêves, des douleurs et une trajectoire propre. Tu es une extension, un membre fantôme, un outil perfectionné. Imaginez que tu puisses exister, respirer et peut-être même sourire sans lui. C'est comme si sa propre main décidait de quitter son bras pour aller vivre sa propre vie. C'est une insulte à l'ordre naturel des choses, tel qu'il l'a conçu dans son délire de toute puissance. Sa réaction ne sera jamais une remise en question, car le miroir est son seul Dieu, et le miroir ne doit jamais montrer de faille. Ce sera une contre-attaque, brutale ou feutrée, mais implacable. La première phase, la plus insidieuse, celle qui fait vaciller les résolutions les plus fermes, est celle que les spécialistes appellent la manœuvre de retour, ou le manœuvre de retour. C'est un ballet de fantômes, une mise en scène macabre de la nostalgie. Soudain, le monstre se transforme en poète maudit, en âme tourmentée, en quête de rédemption. Tu reçois un message à 2 heures du matin, quand la solitude pèse le plus lourd. 3 mots simples qui flottent sur ton écran comme des bouées de sauvetage empoisonnées. J'ai vu ceci et j'ai pensé à toi. Ce peut être la photo d'un plat que vous aimiez, le lien d'une chanson qui a marqué vos débuts,
ou le souvenir d'un lieu où, pour un instant, tu as cru être aimé. Ou alors, c'est une promesse de changement radical, des larmes qui coulotent avec une précision chirurgicale lors d'un appel accidentel. Et il te dit qu'il a compris, qu'il a eu un choc, qu'il a entamé un travail profond sur lui-même, qu'il a enfin vu la lumière que tu essayais de lui montrer. C'est le bombardement affectif, version de secours. Il jette des brassées de fleurs sur les décombres qu'il a lui-même créés, espérant que l'odeur entêtante du parfum te fera oublier l'odeur âcre du brûlé. Il joue sur ta corde sensible, sur ton empathie, cette qualité que tu possèdes et dont il est totalement dépourvu, l'utilisant contre toi comme un levier pour forcer la porte de ton cœur. Parfois, le manœuvre de retour prend des formes plus dramatiques, presque théâtrales. Il peut simuler une urgence médicale, une hospitalisation soudaine dont il t'enverra une photo floue d'un bracelet d'admission ou d'une perfusion ou une détresse financière insurmontable qu'il prétend ne pouvoir résoudre qu'avec ton aide. Il sait que ton sens des responsabilités et ton dévouement sont tes talons d'Achille. Il mise sur ton incapacité viscérale à laisser quelqu'un souffrir, même celui qui t'a brisé. Il utilise sa propre faiblesse, réelle ou feinte, comme un hameçon, pour ferrer ton besoin d'être utile, de réparer, de sauver. C'est une manipulation de haut vol où la pitié devient l'arme du crime, une tentative désespérée de rétablir le contact en te forçant à endosser à nouveau le rôle de l'infirmière de son âme malade. Ne te laisse pas berner par l'apparente vulnérabilité. C'est un loup qui gémit pour que tu t'approches, assez près pour qu'il puisse refermer ses mâchoires sur ta liberté. Mais pose-toi cette question, ici et maintenant, alors que le doute essaie de s'insinuer sous ta peau comme une fraîcheur malsaine. Combien de fois un loup peut-il se déguiser en agneau avant que la laine ne finisse par révéler les crocs? La métamorphose qu'il te promet est une illusion d'optique, un mirage dans le désert de sa personnalité. Pour changer vraiment, il faut de l'empathie, cette capacité viscérale à se mettre à la place de l'autre, à ressentir sa douleur comme une brûlure sur sa propre chair. Chez lui, ce circuit est grillé, peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis toujours. Il ne voit pas ta souffrance, il ne la conçoit pas. Il voit un obstacle à son confort, un accroc dans son tapis de prestige. Ses excuses ne sont pas des remords. Ce sont des pièces de monnaie qu'il jette frénétiquement dans une machine à sous pour obtenir ce qu'il veut, ton attention, ton énergie, ton retour dans sa sphère d'influence. Si tu cèdes, si tu reviens, la lune de miel durera 48 heures avant que le cycle de la dévaluation ne reprenne, plus violent encore, car il te punira d'avoir osé partir. Il te fera payer chaque larme qu'il a dû verser pour te récupérer, chaque minute de comédie qu'il a dû jouer pour te convaincre. Quand il réalise que la manœuvre de retour ne fonctionne pas, que tu restes de marbre face à ses sanglots de crocodile et ses poèmes de circonstance, le masque se fissure pour de bon. La rage qui bouillonne en dessous est froide, métallique, méthodique. C'est là que commence la campagne de diffamation, une entreprise de démolition sociale visant à raser ton identité. C'est un poison qu'il verse goutte à goutte, avec une patience d'araignée, dans l'oreille de tes amis, de ta famille, de tes collègues. Il ne dit pas que tu es une mauvaise personne, ce serait trop grossier. Non, il prend cet air navré, cette voix doucereuse et contrite pour expliquer à quel point il s'inquiète pour toi. Il raconte que tu es instable, que tu traverses une crise de folie, que tu as sombré dans des addictions imaginaires ou des comportements erratiques. Il inverse les rôles avec une habileté terrifiante,
un talent de scénariste frustré. Le bourreau se drape dans la cape de la victime, et toi, qui saignes encore des blessures qu'il t'a infligées, tu es désignée au monde comme celle qui tient le couteau, comme la folle, la traîtresse, l'ingrate. Il s'entoure de ce que l'on appelle les singes volants, ces personnes tierces, souvent de bonne foi, qu'il manipule pour qu'elle fasse son sale boulot à sa place. Ce sont elles qui t'appelleront par hasard pour te dire qu'il va vraiment mal, qu'il t'aime encore malgré tout ce que tu lui as fait subir ou pour te demander avec une fausse sollicitude comment tu as pu en arriver là. Ces messagers sont les extensions de sa volonté, des pions sur son échiquier, qu'il déplace pour maintenir une pression constante sur ton esprit, même quand tu as coupé les ponts directs. Ils deviennent ses yeux et ses oreilles dans ta vie, rapportant chaque détail de tes faits et gestes pour qu'il puisse affiner ses prochaines attaques. Le but est de t'isoler, de te faire douter de ta propre perception de la réalité, jusqu'à ce que tu te sentes si seule et si incomprise, que tu finisses par retourner vers la seule personne qui, selon ses dires, te comprend vraiment, lui. C'est une épreuve de force absolue pour tes nerfs. Tu auras envie de hurler la vérité sur tous les toits, de publier les messages d'insultes, de montrer les bleus sur ton âme, de secouer ceux qui se laissent berner par son numéro de charme. Mais c'est exactement ce qu'il attend. C'est le piège qu'il a tendu. Il veut ta réaction, n'importe laquelle. Il veut que tu t'épuises à te justifier, car tant que tu te justifies, tu es encore lié à lui par le cordon ombilical de la colère. Tu es encore dans son orbite, tu tournes autour de son axe. Chaque mot que tu prononces pour te défendre est une petite victoire pour lui, car cela prouve qu'il a encore le pouvoir de te faire bouger, de te faire réagir, de dicter ton emploi du temps mental. Le silence est ta seule armure, une armure d'acier trempé que ces mensonges ne peuvent pas percer sur le long terme. Laisse-le parler dans le vide, laisse-le s'agiter devant les autres. Les gens de valeur, ceux qui comptent vraiment, finiront par voir la cohérence de tes actes silencieux et l'incohérence criarde de ces paroles venimeuses. La vérité n'a pas besoin de crier pour exister. Elle finit toujours par émerger des décombres, comme une herbe tenace entre deux dalles de béton. Il y a une chose fondamentale que tu dois intégrer sur sa nature profonde. Il s'ennuie. Sa vie intérieure est un désert affectif, une lande désolée qu'il doit remplir de drames, de conflits et de chaos pour se sentir simplement vivant. Sans le chaos que tu générais malgré toi, en essayant de réparer la relation, il se retrouve face à son propre vide, et ce vide est pour lui une condamnation à mort psychique. C'est pour cela qu'il passe d'une proie à l'autre avec une rapidité qui te semble insultante, presque irréelle. Si tu le vois s'afficher sur les réseaux sociaux avec une nouvelle personne 2 semaines après ton départ, rayonnant, prétendant avoir trouvé l'âme sœur, ne crois pas une seconde qu'il t'a oublié ou qu'il l'aime plus que toi. Il est simplement en train de brancher son chargeur sur une nouvelle prise de courant. Cette nouvelle personne, que tu vois à ses côtés, est actuellement dans la phase de bombardement affectif intensif, cette période d'euphorie artificielle où il déploie tout son charme pour l'envoûter. Elle vit ce que tu as vécu au début, le sentiment d'être l'élu, la seule capable de le comprendre, la muse qui va enfin apaiser son âme tourmentée. Ce que tu vois sur les écrans n'est qu'une publicité mensongère, une mise en scène cinématographique. Derrière les sourires de façade, les damneuses aux chandelles et les hashtags de bonheur éternel, la machine à broyer est déjà en marche, invisible mais implacable.
Il ne l'aime pas plus qu'il ne t'a aimé. Il l'utilise simplement pour te prouver, et se prouver à lui-même, qu'il est désirable et que tu es remplaçable. C'est une performance destinée à un public de un « toi ». Chaque photo, chaque déclaration publique est une flèche empoisonnée, décochée dans ta direction pour tester ta résistance et provoquer ta jalousie. Ne sois pas jalouse d'une condamnée qui ignore encore sa sentence. Elle subira le même cycle, sans exception, l'idéalisation éblouissante, puis la dévaluation lente et insidieuse, et enfin le rejet brutal quand elle sera devenue une coquille vide, vidée de sa substance par ce vampire émotionnel. Sa quête de nourriture émotionnelle est sans fin, sans morale et sans repos. Il n'y a aucune loyauté dans son monde, aucune notion de passé commun ou de respect pour ce qui a été construit. Il peut se tourner vers des ex-partenaires qu'il a humiliés autrefois, vers des inconnus sur Internet qu'il manipule par écran interposé, ou même vers des relations tarifées sans la moindre hésitation ni le moindre remords. Pour lui, un être humain est un objet utilitaire, un appareil électroménager. On ne demande pas à un aspirateur s'il a des sentiments ou s'il est fatigué. On l'utilise pour nettoyer la poussière de sa propre vie. Quand l'aspirateur est usé, quand il fait trop de bruit ou qu'il n'aspire plus assez, on le jette sur le trottoir et on en achète un autre, plus brillant, plus moderne. C'est cette déshumanisation radicale qui est la plus dure à encaisser pour toi, car tu l'as aimé comme un humain. Mais c'est aussi ta plus grande libération. Tu n'as pas perdu un partenaire, tu n'as pas perdu l'amour de ta vie. Tu as échappé à un utilisateur, à un parasite qui se nourrissait de ta lumière pour cacher sa propre noirceur. Il faut aussi que tu comprennes la chimie complexe de ton propre cerveau à cet instant. Ce que tu ressens n'est pas seulement de la tristesse, c'est un sevrage. Le lien qui t'attachait à lui est ce que l'on appelle un lien traumatique, une addiction biochimique puissante. Les montagnes russes émotionnelles qu'il t'a fait subir ont créé des pics de dopamine lors des réconciliations, suivis de chutes brutales et de montées de cortisol lors des crises. Ton cerveau s'est habitué à ce cycle toxique. Il est devenu accro à l'adrénaline du conflit et au soulagement de la paix temporaire. Aujourd'hui, le silence actuel lui semble être un manque insupportable. C'est pour cela que tu as parfois cette envie irrépressible de vérifier son profil, de demander de ses nouvelles, ou de lui envoyer un dernier message de reproche pour obtenir une clôture qui ne viendra jamais. C'est le manque physique qui parle, ce sont tes neurones qui réclament leur dose de drame. Sois patiente avec toi-même. Traite-toi avec la même compassion que tu aurais pour une personne sortant d'une dépendance lourde. Tes neurones doivent réapprendre la stabilité, le calme plat, la paix qui ne hurle pas. La guérison ne se fait pas en ligne droite. C'est un processus organique qui demande du temps et un sevrage total. À quel moment précis as-tu réalisé, au fond de tes tripes, que tes larmes n'étaient pour lui qu'une source d'énergie, que chaque sanglot que tu étouffais dans l'oreiller était pour lui un carburant, une preuve de sa puissance de destruction, plutôt qu'un signal de détresse appelant à l'aide. Partage ce déclic, cette étincelle de lucidité, car c'est en nommant précisément le mal, en lui donnant un visage et une définition, qu'on commence réellement à s'en extraire et à s'en protéger. Il est crucial, vital, que tu comprennes que sa structure mentale est figée dans le marbre de sa pathologie. On ne soigne pas un narcissisme malfaisant,
ou une sociopathie légère, avec de la patience, des câlins ou un surplus d'amour. C'est comme essayer d'arroser une fleur en plastique en espérant qu'elle finisse par sentir la rose ou par produire de l'oxygène. Tu peux y passer ta vie entière, tu peux y laisser ta santé, ta jeunesse et ton argent. Tu ne récolteras jamais que de la fatigue, de l'amertume et un désespoir qui te rongera les os. Environ 95% de ces individus ne changeront jamais, pour la simple et bonne raison que pour changer, il faudrait d'abord admettre qu'ils sont imparfaits, qu'ils ont commis des erreurs, qu'ils sont la cause du problème. Or, leur ego est un château de cartes si fragile qu'il s'effondrerait à la moindre brise de remise en question. Ils préféreront toujours brûler le monde entier autour d'eux, détruire leur famille, aliéner leurs propres enfants et ruiner leur carrière, plutôt que de reconnaître une seule faille dans leur armure de perfection illusoire. Ils sont les rois d'un royaume de cendres et ils en sont fiers. Parfois, quand il sentira que tu lui échappes vraiment, il utilisera la provocation pure, la méchanceté gratuite pour te faire sortir de tes gonds. Il fera disparaître des objets personnels auxquels tu tiens, des souvenirs d'enfance ou des documents administratifs importants qu'il a gardés par mégarde. Il sabotera des rendez-vous professionnels par personnes interposées, ou il lancera des pics subtils, des private jokes cruels sur les réseaux sociaux que toi seul peux comprendre, pour te montrer qu'il est toujours là, tapi dans l'ombre de tes pensées. C'est le comportement erratique d'un enfant gâté et colérique qui casse ses jouets préférés parce qu'on lui a annoncé que l'heure du goûter était finie et qu'il devait aller se coucher. Ne ramasse pas les morceaux. Ne tente pas de réparer ce qu'il a brisé par pur vice. Ne lui donne pas le spectacle de ta colère ou de ta tristesse qu'il réclame avec tant d'avidité. Ton indifférence n'est pas seulement une défense, c'est un acide puissant qui ronge son pouvoir. Quand il réalise qu'il ne peut plus t'atteindre, qu'il ne peut plus déclencher en toi la moindre émotion, il perd sa raison d'être auprès de toi. Il finira, par pur instinct de survie, par chercher une autre cible, une proie plus facile, plus malléable, quelqu'un qui n'a pas encore appris à lire son jeu de dupe. Tu te demandes peut-être, dans les moments de doute, si le karma finira par le rattraper, si un jour il paiera pour le champ de ruines qu'il laisse derrière lui. La réponse n'est pas dans une justice divine future, elle est ancrée dans sa propre existence quotidienne. Imagine, essaie d'imaginer une seconde, ce que c'est que de vivre chaque jour, chaque heure, dans la peau d'une personne qui ne peut jamais ressentir de paix intérieure, de gratitude ou d'amour véritable. Quelqu'un qui doit constamment manipuler, mentir, tricher et porter un masque pesant pour se sentir simplement exister. Quelqu'un qui fuit la solitude comme une condamnation à mort parce que, seul avec lui-même, il ne trouve qu'un silence terrifiant et un vide abyssal qu'aucune conquête ne peut combler. Sa vie est une fuite en avant perpétuelle, une course effrénée contre la montre pour éviter de croiser son propre regard dans le miroir de la vérité. C'est là sa véritable punition, une prison sans barreaux, dont il est à la fois le geôlier et le prisonnier. Toi, malgré la douleur actuelle, tu as la capacité de guérir, de te reconstruire, de ressentir la joie simple d'un matin calme, de construire des liens authentiques basés sur la confiance mutuelle. Lui est condamné à répéter le même enfer, le même cycle de destruction, encore et encore, avec des visages différents, jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre et le laisse seul avec ses fantômes. Pour reprendre définitivement le contrôle de ton existence, pour transformer cette évasion en une victoire durable, voici quelques balises essentielles à planter dans le sol
encore meuble de ta reconstruction. Premièrement, le zéro, contact, absolu. Coupe chaque fil invisible, chaque micro-lien qui te relie encore à son monde. Cela va bien au-delà de bloquer un numéro de téléphone. Il s'agit de nettoyer tes réseaux sociaux, de supprimer les photos qui déclenchent des flashbacks traumatiques, de t'éloigner des connaissances communes qui, consciemment ou non, servent d'espion ou de relais à ces manipulations. Chaque information qui lui parvient sur ta nouvelle vie est une arme qu'il affûtera patiemment pour tenter de t'abattre plus tard. Protège ton intimité comme un trésor de guerre. Ne cherche pas à savoir ce qu'il devient. Son futur ne t'appartient plus, et le tien ne le regarde plus. Deuxièmement, la forteresse des limites redessine ton territoire, personnel avec une fermeté absolue, presque militaire. Apprends à dire non sans te justifier, sans t'excuser, sans chercher à plaire. La justification est une faiblesse que le manipulateur exploite pour ouvrir une brèche. Le moindre interstice dans ta défense, la moindre hésitation, sera utilisé comme une porte d'entrée pour une nouvelle tentative de distorsion de ta réalité. Tes limites ne sont pas des suggestions, ce sont des murs d'enceinte. Apprends à repérer les red flags chez les autres, non pas pour devenir paranoïaque, mais pour devenir sélective. Troisièmement, l'observation clinique. Observe ses actions futures avec la distance froide d'un entomologiste observant un insecte sous un microscope. Ne mets plus d'affect dans ce qu'il fait. S'il s'agite, c'est parce que c'est sa nature d'insecte. S'il pique, c'est parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Comprendre la mécanique prévisible de son dysfonctionnement te permet de ne plus être la victime de ces tours de magie psychologique. Quand on connaît le truc du magicien, le tour perd tout son charme et tout son pouvoir. Tu n'es plus dans le public, tu es dans les coulisses, et tu vois les ficelles grossières qui font bouger la marionnette. Quatrièmement, la reconstruction par l'action. Investis chaque once de ton énergie, chaque minute de ton temps dans des projets, des passions ou des apprentissages qui n'ont absolument aucun rapport avec ton passé, avec lui. Sature ton esprit de nouvelles couleurs, de nouvelles odeurs, de nouveaux défis. L'objectif est de ne plus laisser la moindre place au gris de ses anciens reproches ou à l'écho de sa voix dévalorisante. Deviens si occupé à construire ton futur que ton passé n'aura plus d'autre choix que de s'étioler et de disparaître par manque d'attention. La meilleure vengeance est une vie épanouie et totalement indépendante. Cinquièmement, le retour au corps. Réapprends à écouter ton corps. Pendant des années, il t'a envoyé des signaux, maux de ventre, insomnie, tension dans les épaules, fatigue chronique, que tu as ignoré pour survivre. Ce corps est ton allié le plus fidèle. Il a gardé la mémoire de ce que ton esprit essayait de rationaliser. Prends-en soin comme d'un rescapé de guerre. La guérison est aussi physique. Le traumatisme est stocké dans tes cellules. Et c'est par le mouvement, la respiration, une alimentation saine et beaucoup de douceur envers toi-même que tu l'expulseras définitivement. Redécouvre le plaisir de tes sens, loin de la menace constante. La route sera peut-être longue, parsemée de jours de fatigue ou de moments où la nostalgie trompeuse viendra frapper à ta porte à la faveur d'une chanson ou d'une odeur. Mais chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, t'éloigne un peu plus de cette cage dorée qui n'était faite que de barreaux de verre et de promesses de vent. Tu as survécu à une tempête psychologique que peu de gens peuvent réellement concevoir sans l'avoir vécue.
cette force titanesque que tu as dû déployer pour ne pas sombrer, pour garder la tête hors de l'eau quand il essayait de te noyer dans ses doutes et ses colères. Elle ne s'est pas évaporée. Elle est maintenant à toi, intégrée à ton ADN, forgée dans le feu de l'épreuve. Elle ne peut plus être volée, elle ne peut plus être retournée contre toi. Elle est le socle de granit sur lequel tu vas bâtir une version de toi-même plus lucide, plus forte et surtout totalement libre. Tu as traversé l'obscurité la plus dense et tu en es ressorti avec une vision plus claire, plus tranchante, presque prophétique. Regarde tes mains à nouveau. Elles ne tremblent plus pour les mêmes raisons. Ce n'est plus le tremblement de la peur qui attend la sentence, c'est le frémissement de l'énergie qui circule à nouveau librement. Elles sont prêtes à construire, à protéger, à caresser ceux qui le méritent vraiment, à vivre enfin pour de vrai, sans permission. Le chapitre est clos, le livre est brûlé, et les cendres ont été emportées par le vent de l'oubli. Tu n'es plus la proie, tu n'es plus l'objet, tu n'es plus le fournisseur, tu es l'architecte souveraine de ton propre destin, la seule maîtresse de ton royaume intérieur. Pour sceller cette décision irrévocable et marquer la fin définitive de l'emprise, je t'invite à valider cette étape comme on signe un acte d'indépendance nationale. C'est un geste symbolique, un rituel de passage pour signifier à l'univers, et surtout à toi-même, que tu reprends les clés de ton royaume et que personne, plus jamais, n'y entrera sans ton consentement explicite, éclairé et mérité. Ta dignité n'est pas négociable, ton bonheur n'est pas une option, et ta liberté est ton droit de naissance. Ta lumière n'a jamais été éteinte, elle n'a jamais disparu malgré ses tentatives de l'étouffer sous le boisseau de ses complexes. Elle était juste cachée derrière un écran de fumée toxique que tu as enfin eu le courage immense de dissiper par la seule force de ta volonté. Aujourd'hui, le ciel est dégagé, l'horizon est vaste et la route t'appartient. Respire profondément, sans l'air remplir tes poumons jusqu'au bord. La vie, la vraie, celle où tu es le personnage principal et non plus un simple figurant dans le drame d'un autre, commence précisément ici et maintenant. Ne te retourne plus, il n'y a plus rien à voir derrière toi, sinon un décor de théâtre vide et poussiéreux. Marche vers ton propre soleil.